Bonsoir. Bonsoir Thibaut. Enchanté. Enchanté. C'est le principe de cette exposition. Exprime-toi, n'aie pas peur. Non mais c'est pas ça. En fait, c'est de la synesthésie. Ok. C'est comme si vous jouez un son, vous savez, et vous avez une autre sensation, par exemple, d'acidité dans la bouche ou un frisson. Et on associe les deux sensations. Là, c'est l'oreille. Tu sais que je n'ai jamais touché à la drogue. Hein. Donc, je ne vais pas sur ce terrain-là, monsieur. Non, mais c'est de l'art. Oui, mais totalement. Vous n'avez jamais essayé d'imaginer ce à quoi ressemblait votre musique? Non. Tu veux dire réinterpréter par des illustrateurs ou des peintres, Non, jamais. Mais parce que par exemple, une musique avec une chanson avec des paroles, bon, bah, c'est facile de comprendre ce qu'elle veut dire. Vous ne faites pas forcément ça, il n'y a pas forcément de paroles. Il y a des formes d'ondes aussi. Ah oui. Moi, je ne travaille qu'avec des formes d'ondes. Ah, vous regardez, vous êtes capable de voir à la forme d'onde ce que ça va donner? Non, c'est pas une histoire comme ça, mais disons comme quand je fais des montages, j'utilise les formes d'ondes pour que les choses s'embriquent les unes aux autres. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit calée à la bonne forme d'onde. Souvent, parce que sinon ça crée des clashs, donc faut mettre c'est parfois un bidouillage. Ah oui. Tu vois, donc il faut mettre d'après des faits, tout ça, mais ça s'entend, donc il faut être le plus habile possible. C'est un puzzle. Moi je suis puzzle. Hein. Ah oui, c'est ça. Moi je viens du sample. Donc je prends des sons à droite à gauche pour créer une hypnose. Est-ce que tout le monde ne fait pas ça, dans le fond? Même un musicien traditionnel, classique, qui joue de la guitare, il reprend. Mais il saute au sample aussi. Le sampling, ça vient de la culture hip-hop. Et échantillonner des sons, ça se fait. Bon, il y en a qui l'ont fait depuis longtemps, mais Brian Eno, par exemple, et qui réintègrent ça dans leur musique. Mais moi, c'est comme ça que je suis venu à la musique, justement par le sampling et le mélange des sons. Je ne suis pas du tout musicien de formation, hein. Je ne sais pas aligner deux accords. Vous savez pas jouer? Ah non, pas du tout. Non. J'ai deux doigts, des lignes de base, des petites choses, mais en tout cas, que de l'ordinateur avec des formes d'ondes, des sons qui, mis bout à bout, créent un nouvel instrumental et une hypnose pour que le chanteur, ou les musiciens avec qui je travaille bien sûr, recréent une nouvelle ambiance, une nouvelle mélodie, etc. Tout est basé sur la rythmique, sur la dynamique du son. Est-ce que, quand vous faites une musique, il n'y a pas forcément les paroles au début, j'imagine qu'elles viennent. Ah, il n'y a pas du tout de paroles, pas du tout. Mais comment on sait l'histoire qu'on veut raconter? Parce qu'il doit bien avoir une... Par l'émotion que fédère une ligne harmonique. Mais cette ligne harmonique, il faut que je la cherche. Tu vois? Donc c'est cet assemblage de sons qui va créer cette base harmonique qui va ensuite me permettre de réinterpréter, rajouter des mélodies. Mais si tu veux... la couleur du son. Une histoire. Ah voilà, aujourd'hui, regardez, vous voyez pas où je voulais en venir, la couleur du son. Mais aujourd'hui, la couleur, la dynamique, la texture du son est aussi importante que la mélodie, que le texte, tu vois, dans une chanson. C'est pour ça que c'est les DJ qui ont apporté ça. Cette dynamique, cette couleur de la rythmique, tous ces effets que tu vas mettre dessus, qui va faire que ton titre est d'actualité ou pas. D'actualité. Ah oui, d'actualité. Il y a des couleurs, Ah, c'est difficile, on devient technique là. Ouais, mais ça m'intéresse. Mais oui, la couleur fait qu'elle devient actuelle ou pas. C'est pour ça qu'on remixe et on remet au goût du jour des anciens titres pour pouvoir les réécouter aujourd'hui. Alors, est-ce que le génie, c'est celui qui saisit l'époque? Il est là au bon moment, au bon endroit, quand il faut. Il raconte ce que les gens veulent entendre, il raconte ce qu'est l'époque. Et 50 ans, 100 ans, 200 ans plus tard, ok, l'époque c'était Mozart. À ce moment-là, pour devenir un génie de la musique et d'être au bon endroit au bon moment, c'est de ne jamais suivre la tendance du moment. Si tu suis la tendance du moment, tu es toujours derrière quelqu'un. Oui, c'est trop tard. Donc en fait, ton son ne plaît pas, mon son n'a jamais plu. J'ai créé un label en 1994, j'ai fabriqué 500, 1000 vinyles pour quelques DJ pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, j'ai fabriqué de la musique de la même façon, avec la même intensité, en utilisant les mêmes recettes. Et d'un coup, ta musique rencontre les gens. Et c'est là que tu dis, oh, c'est incroyable cette sonorité, tout ça. Et puis après, tu la perds. Parce que d'autres gens arrivent, il n'y a pas de problème. Mais de toucher le Graal quand tu es un artiste, c'est d'avoir ce moment, dans la vie de n'importe quel artiste, un moment où tu touches les gens. Paul Clay. Qu'est-ce qu'il nous veut, Paul Clay? Eh ben, il veut peindre la musique.
Alors oui, alors encore une fois, là on peint sur de la musique classique. C'est son désir? Et là, c'est un... Là, on parle de Mozart. Ça c'est Mozart. Mais voir jouer Bob Sinclair dans un club, c'est pauvre visuellement. J'essaie d'être le plus attractif possible, d'avoir des jeunes gens autour de moi, des jolies choses, des écrans. Alors voilà, justement. Mais oui, mais là, on y est. Bon, là je suis pas sûr quand même, c'est un peu abstrait pour mes clubs, mais... Et vous avez essayé de mettre en scène ce qui se passait derrière vous, autour de vous. Comment oui, vous faites? j'ai essayé. J'ai essayé parce que je suis un grand fan de cabaret. Oui. Jean-Marie Rivière, le Lido, donc Paradis Latin, le Lido, le Crazy Horse. Donc j'adore les cabarets des années 20, des années 30. Tu sais que dans les années 20, on inspirait le monde. Hein. On était l'élite du monde en France. Je vous demandais tout à l'heure si c'était plus dur de rester au top. Est-ce que vous avez peur parfois d'être démodé, de plus être dans le coup? Ah oui, totalement, totalement. Mais ça arrive, hein, sur plein de titres. Non, non. Alors ce qui est fabuleux, c'est que le DJ peut durer comme ça très longtemps. Je le découvre. Hein. On est sûr de ça? Ah, on n'est pas sûr au début, mais non, mais quand j'ai commencé, le business n'existait pas. Oui. Le DJ, c'était un pouce-10 dans les clubs. Il n'y avait pas autant d'attention sur le DJ. Alors depuis qu'il est devenu, je dirais, connu, identifiable, donc sa musique, il est identifiable grâce à sa musique, mais aussi son image. Donc là, évidemment, c'est devenu une star, un DJ star. Mais depuis que c'est ça, on y fait attention. Mais à l'époque, c'était totalement différent. Un fan des Rolling Stones, il vieillit et il continue à aller voir les Rolling Stones. Et le rock est mort. Pardonnez-moi, bon Jérémy, mais oui, le rock est mort. Qu'est-ce que tu veux faire? Le rock est mort. On ne fait que du recyclage du rock. Le rock, ça appartient à une période. C'est comme le funk est mort. Je vais dire un truc horrible, hein. Mais je pense que la house music est morte. C'est-à-dire qu'elle est morte dans le temps. Aujourd'hui, elle se recycle. Déjà? Oui, elle se recycle. Tout est recyclé. Aujourd'hui, on ne fait que recycler des choses. C'est terrifiant. On n'invente rien. On n'invente plus rien. Ça me fout un coup. Alors après, il y a des artistes que je ne connais pas, mais en tout cas, dans la musique que je crée chaque jour, moi je viens du recyclage, donc je ne fais que faire ce que je fais depuis le début. Mais donc j'essaye de recycler plusieurs choses, d'amener du métissage dans mes sons, des sons d'Afrique, des sons des Caraïbes, du Brésil, de la Jamaïque, d'un peu partout, pour les mettre dans mes sons. Donc c'est ça, j'essaie d'être original comme ça. Vous, est-ce que vous pouvez emmener ces jeunes qui avaient 20 ans, ils vont avoir 40, puis 50, puis 60 ans, ils vont plus aller en club, ils vont plus aller en boîte de nuit. Alors t'as pas bien compris comment ça se passe. Alors ce qui est fou, c'est que les clubs, j'explique, c'est très schizo pour moi, c'est terrible parce que c'est mon portrait de Dorian Gray. C'est qu'en fait j'ai les mêmes jeunes devant moi depuis toujours. Depuis 30 ans que je joue, j'ai les mêmes jeunes. Donc en fait je me vois pas vieillir, j'ai toujours l'impression que je suis jeune. Sauf qu'il y a une nouvelle clientèle qui est apparue. Je vais pousser à 50. Les 50-60. C'est pas en boîte de nuit. Attends, ils sont encore beaux gosses, ces 50-60. Ouais, oui, je vois ça. Ils ont divorcé. Bon, il y en a qui restent encore, mais tant mieux. Ils ont une seconde jeunesse. Quand tu as 50 ans, tu es ado avec une carte bleue. Tu es ado avec du pognon. Je veux ressortir. Donc, ils viennent me voir. Je te jure que c'est vrai. Et c'est pour ça que les gens aiment bien me booker, parce que j'ai une très belle clientèle. J'ai une clientèle de mélange de jeunes et mélange d'un peu plus vintage teenager. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais j'étais en train de me dire. C'est Bob Sinclair, d'accord, mais ceux qui étaient fans de vous, qui avaient 20 ans, mais ils sont toujours fans de moi. Oui, mais parce qu'ils veulent réentendre. Je vais même te dire un petit scoop. 65% de la musique qui est streamée sur les plateformes de téléchargement, sur les plateformes de streaming, pardon, ce sont du back catalogue. C'est-à-dire du back catalogue. Ça veut dire que des anciens titres. 65% de ce qui est streamé, c'est des vieux titres. Donc, c'est-à-dire qu'il laisse une place de 35% à de la nouveauté. Dans la nouveauté, il y a de la chanson française, il y a beaucoup de rap. Donc, ça laisse pas beaucoup de place, t'es d'accord? Moi, c'est le bonheur. J'ai fait 4-5 très gros tubes. Ils me streament parce qu'ils ont envie de... Surtout dans ces temps un petit peu difficiles, on a envie d'être rassurés. Les gens sont dans la nostalgie, 100%. Explosion du vintage. Je sais pas, regarde le morceau des Beatles. Ils ressortent un morceau des Beatles, les Stones ressortent un album. Les mecs, on s'entend, on ne va plus jamais s'en sortir. Allez, on y va. Vous cherchez encore à faire le tube ou non, finalement? Non. Il faut. Tu sais, le tube, c'est un verre. Tu vois ce que je veux dire? Le tube, c'est un verre dans ton cerveau. En fait, quand tu n'as jamais fait de tube, tu dis « Ah, ce serait cool qu'un jour je fasse un tube. » Le jour que tu l'as fait,
Là, tu comprends le poison que ça devient pour ton cerveau. Parce que quand tu fais un tube, tu es sur un petit tapis volant, comme ça, tout le monde, oh, t'es un génie, c'est incroyable, comment tu fais? Alors tu n'as pas changé du jour au lendemain. Et donc, c'est là où il faut être intelligent, de se dire, ouais, non, mais calme-toi, ça va, je faisais la même musique hier, celle-là a touché les gens, tant mieux. Mais ceux qui s'enflamment, donc ils disent, oh, j'ai fait un tube, la sensation, elle est incroyable. Donc il faut que j'en fasse un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Bon, j'ai de la chance d'en avoir. Au début, c'est ce qu'on cherche. Et est-ce qu'on se dit, Non, tiens, j'ai la recette? À un moment, il y a quand même, ah, je sais ce qui va marcher ou non? C'est ce que tu penses. Oui. Quand tu fais le tube, c'est ce que tu penses. Si ça y est, mais tu l'as pas. Non. Non, tu l'as pas, tu l'as jamais. C'est un accident le tube. Tu peux pas calculer. Si ça se calculait, ça se saurait. Oui. Puis, Et souvent, même les compositeurs te disent, j'ai fait une mélodie en 5 minutes, je l'ai produit, j'avais pas envie de le sortir. Oui, c'est vrai que cette histoire, je l'entends à chaque fois. Bien sûr. Cette chanson, ouais, c'est la 14e de l'album. Et je voulais pas la sortir. C'est ma femme qui m'a appelé et qui m'a dit, allez, mets-la. Ouais, ça c'est Renaud. Tu parles de Renaud? Bien sûr, exactement, Mistral gagnant. Ah ouais. Il dit, je voulais pas le faire, et puis bon. Fabuleux. On dit pas au revoir là. On file comme On des file voleurs. comme des. Ok, pardon. Ce que tu ressens, c'est ça, mais en fait, c'est pas ça, c'est les gens qui choisissent. Tu sais, ta musique, elle touche les gens ou elle la touche pas, mais ça, tu peux pas le calculer, c'est impossible. Donc, je copie pas. Alors évidemment que faire un énorme tube, c'est un truc extraordinaire, surtout quand tu le joues devant des gens, c'est fantastique. Mais il faut pas que ça devienne ton objectif premier. Moi, je voulais créer mon label pour faire de la musique pour les DJ, fabriquer des vinyles. Donc avec mon pote DJ Yellow, on a monté Yellow Productions et on allait fabriquer les disques en Belgique. On prenait la voiture, on allait les distribuer de la main à la main à Londres, parce que c'était la plaque tournante des vinyles à l'époque. Et voilà, et on bricolait, on distribuait 500 vinyles comme ça, et on était au bonheur. Et la musique électronique, ça a commencé comme ça, même le rap, sur des petits labels. Tu vois, et c'est les petits labels qui ont créé toute cette musique électronique. Donc moi, je suis très fier de ça. Après, la musique a touché les gens, tant mieux, c'est fantastique, parce que c'est ce que je voulais aussi. Je voulais que ma musique soit écoutée par le plus grand nombre de gens possible. Le processus de création est le même, sauf que j'ai la chance d'avoir rencontré des musiciens exceptionnels qui, en studio, subliment la musique, tu vois. Moi, j'amène une bouillabaisse. Tu vois, j'amène du bricolage. Et les musiciens, inspire-toi, mets une ligne d'accord là, quelques notes, puis des musiciens, mais des mélodies, des chanteurs. Je vous laisse passer de l'autre côté. Les chanteurs, tout ça, après, c'est eux qui subliment le truc. Mais tu vois, un titre comme Love Generation, par exemple. Eh oui. C'est une succession d'accidents, que des accidents du début jusqu'à la fin. C'est vrai. Dans mon studio, au processus de création, jusqu'à la dernière note en studio à New York avec un chanteur qui passait, qui devait venir, mais un Jamaïcain. Pourquoi un Jamaïcain à ce moment-là? J'ai toujours l'impression que voilà, vous êtes un professionnel, alors vous êtes un artiste, mais vous êtes un pro. Et on veut surtout pas être pro. On veut retrouver l'innocence, tu vois, cette innocence. Mon ami, je dis comment j'étais, dans quel état j'étais quand j'ai créé ces premiers bidouillages. Pourquoi je suis allé là? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. On monte, écoute des sons, tu dis tiens, il y a des accords de guitare qui sont là, il y a des petits, ah tiens, c'est intéressant ces harmonies-là, on va essayer, tiens, t'appelles un copain, un guitariste, tu dis rejoue-moi ça, tac, tac. Je fais des petites mélodies à la voix, c'est que du bricolage. Moi, quand je travaille avec un musicien, avec un chanteur surtout, qui écrit des mélodies et des textes, je lui dis souvent, si demain il y a une guerre, où il n'y a plus rien, qu'est-ce qui va rester? Il va rester des chants qu'on peut chanter dans des lieux de culte. D'accord? Il va rester ces chants-là. Donc gospel dans les églises, mosquées, synagogues, etc., dans des lieux de culte. Donc moi je dis aux chanteurs, essaye de créer une chanson qui va pouvoir être chantée dans un lieu de culte. Une chanson qui inspire, une chanson qui provoque de l'émotion et qui donne de l'espoir. C'est ça qui me touche, c'est ce genre de chanson-là. Vous croyez ou pas? Ah ouais, totalement. Ah, j'ai une foi, mais alors après, appelle-le comme tu veux. Moi j'appelle ça une énergie suprême. Quelqu'un... Mais c'est une foi qui est rattachée à une religion ou c'est autre chose? Non, c'est pas une foi qui est attachée à une religion. Je pense que la religion, elle est un peu souvent manipulatrice, mais c'est écouter le message que quelqu'un a implanté en toi. C'est ça, d'avoir de l'ambition et de s'écouter soi-même, tu vois, et de se dire. Et c'est pour ça que j'avais un certain malaise quand j'avais 16, 17, 18 ans, parce que quand j'arrivais dans les clubs, j'avais une alchimie avec la musique qui était si puissante qu'elle me faisait mal, parce que je dis mais arrête de penser à ça, tu ne travailleras jamais dans la musique, tu n'es pas musicien. Ouais.
Donc comment tu vas y aller? Alors, j'ai voulu travailler dans les maisons de disques, c'était même pas possible. Donc je m'interrogeais, mais tu vois, petit à petit, la vie a fait que je me suis rapproché, j'ai rencontré des gens extraordinaires et il y a ces machines qui sont arrivées, ces petits home studios, sampleurs, petites boîtes à rythme, synthés, avec des prix très abordables et qui ont permis à tous ces jeunes dans le monde entier. Finalement, c'est un nouvel instrument, c'est-à-dire que certains ont inventé un jour le piano, d'autres ont inventé un jour la guitare. Et c'est une nouvelle approche musicale qui est faite c'est à un base de instrument son. ou pas? Est-ce qu'on peut le dire ou non? Qu'est-ce qui est un instrument? Est-ce que vous avez la machine finalement? Non, la machine est un instrument, bien sûr. Ouais. La machine, la boîte à rythme est un instrument. Ouais. Les synthés sont des Et instruments. l'ordinateur? La platine disque est un instrument. Les scratchs, Bien sûr. c'est une mélodie. Moi, je suis fan d'un DJ qui s'appelle DJ Premier, qui est un DJ de Ok. New York, du groupe qui a créé ce groupe qui s'appelle Gangstar, avec Guru qui est décédé trop jeune malheureusement. Et c'est pour moi, c'est un des seuls DJ qui a réussi avec ses scratchs à faire des mélodies dans les refrains. Je vais dans un magasin de disques dans le Marais en 91 et j'achète des disques. Et là, j'arrive avec un album, l'album de Tribe Called Quest, premier album. Putain, cette musique, c'est incroyable, comment ils font? Et lui, à ce moment-là, est collectionneur de soul, de jazz, donc Ok. de musique originale. Et il me fait écouter les originaux, donc les disques samplés par Tribe Called Quest sur l'album. Là, c'est révolution absolue. En J'ai fait, dit, vous ne saviez pas ok. comment ça marchait? Non, je pensais qu'ils jouaient leur musique eux-mêmes, tu vois, qu'ils créaient leur musique. Non. Oui, et donc ils samplaient des bouts de jazz, des bouts de soul, de disco, de funk, un peu de tout, et ils mettaient une rythmique dessus. Donc voilà, c'était une réappropriation du passé, tu vois. Le futur était dans le passé. Et la révélation. À la révélation absolue. Donc achat de sampleurs, achat de machines, et je me suis mis à bidouiller dans ma chambre. C'était devenu ma nouvelle, mon nouveau hobby. Et à quel moment vous savez, vous sentez que c'est ça que vous allez faire? Ah non, mais c'est ça. Donc avec DJ Yellow, lui qui avait une grosse, culture musicale et surtout une grosse collection de disques, j'allais chez lui, j'allais fouiner. J'allais dire, tiens, je vais écouter ça. Donc j'écoutais des disques toute la journée. Ah, tiens, là, il y a un sample, là, il y a un sample, il y a un sample. Et c'est comme ça qu'on a monté Yellow Production. On est chez vous? On n'est pas chez moi, mais on n'est pas encore assez intime. Hein. Non. Non. Allez-y, rentrez. Il n'y a Merci. pas beaucoup de gens qui viennent ici. Hein. Et ici, C'est exclusif. Ici, ouais, c'est devenu trop petit. Parce que moi, je sais pas, je suis un peu névrosé, j'accumule les choses. Ah oui, alors, c'est une question que je voulais vous poser. Vous êtes un collectionneur compulsif? Compulsif totalement. Je suis Ça un vient enfant, d'où? un enfant. J'achète des jouets, j'achète des trucs, je me mets à me passionner pour quelque chose, mais ça va. Alors là, c'est bien pris, c'est Oui, ça? ça c'est des Bear Bricks, c'est des. Combien vous en avez? J'en ai 450, je crois. Me demande pas pourquoi. Me demande pas pourquoi. Tu sais, j'ai commencé à en acheter quelques-uns. Après, c'est devenu. Non, mais tu parles de ça. Je crois que je dois avoir une des plus grosses collections au monde. Hein. Ouais. Il y a des très gros collectionneurs. Je ne les connais pas tous. Hein. Des Russes, des Thaïlandais, des Chinois. C'est-à-dire, vous en achetez encore aujourd'hui? Non, parce qu'avant, il en sortait très peu. Ouais. Et le prix était autour de 200 €, tu vois. Donc, j'ai acheté un par mois, un tous les 2 mois. Maintenant, il y en a 10 par mois qui sortent. Parce que non seulement il faut garder ça, mais il faut aussi garder les boîtes. C'est pas vrai. Ah Ouais. bah oui, parce que sinon Tu ils vois. perdent leur valeur. Oui, il faut garder ces boîtes-là. Donc tu vois, tu as vu comme c'est gros. Donc je loue une pièce en plus. Non, je sais, je suis un peu fou. Je loue une pièce en plus parce qu'il y a 450 boîtes. Non, mais ça n'a aucun sens. Ça, c'est que le début. Hein. T'es prêt? Ouais, bien sûr. Parce que là, on va rentrer dans mon studio, là où j'ai fabriqué Love Generation, tout ça, tous les titres. J'étais là pendant le confinement, donc les gens se sont. Ouais. Tu t'en sors? Attention, ne tombe pas, jeune caméraman. Alors, il y a un peu de bordel, pardonnez-moi, mais parce que j'ai plus assez de place. Donc là, tu as ma collection de Playboy, là, tu as ma collection de musique de film. Alors, j'ai vu 1000 chiffres sur votre collection. Ouais, j'ai des de packs disques. ici. Hein. Combien vous en avez? À peu près 15 000. Mais comment vous faites? Comment c'est possible d'arriver Il y à a 15 000? 35 ans, hein, 35 ans Oui, mais de alors, collection, de collection, d'achat. C'est pour ça que c'est comme ça que je suis devenu musicien, DJ. Alors, au début, vous en avez, je sais pas, 4, 5, 10, 100. Au départ, Vous jouez- j'achète les vous jouez- disques que
je vois le DJ jouer ces disques-là, donc je prends un petit carnet, je les note et je les achète derrière à la Fnac, un peu partout. C'est de la nouveauté. Et ensuite, j'ai acheté plein de vieux disques pour pouvoir les sampler. Alors, comment vous avez fait? Vous en Et avez... j'ai fait au hasard, j'ai fait comme je pouvais. Mais alors, quand le vinyle est revenu à la mode, Quand? il y a une dizaine d'années, Ouais, depuis 10 ans, ouais, mais il est revenu à la mode pour ça a dû vous les énerver. bobos, Oui, bah, c'est ça. pour les bobos qui écoutent ça Mais chez vous eux parce savez, que ça c'est fait comme- joli en objet de déco. Oui. Mais quand je Moi, je suis, suis un peu comme ça. quand je Enfin, moi, suis, j'ai pas connu T'es bobo finalement le CD. moi, le vinyle, quand j'ai commencé en 94 à presser des vinyles, le vinyle avait déjà disparu et revenait à la mode. Ah oui. Mais oui, le vinyle avait un peu disparu. Ah, il a eu des. Ouais, il a eu des vagues. Il a eu des vagues. Bon, les platines, là, j'étais ici pendant le confinement, tu vois. Là, je mettais mes téléphones ici, 2 téléphones. J'avais 2 téléphones pour Facebook et Instagram. Je me suis installé là, je me faisais chier, ils nous ont enfermés, dis donc. Comment c'est possible? Mais alors, j'ai l'impression que vous, ça a été une renaissance, ce confinement. Vous avez plutôt aimé. Bah ouais, moi j'ai adoré. Alors j'ai adoré. C'est pas facile, mais je travaillais 12 heures par jour pour créer cette émission. Ouais. J'ai toujours voulu avoir une émission de télé ou une émission de radio. Oui, alors j'ai entendu ça. Vous adoriez dans les années 80, Je suis fan. Manœuvre et Decaune et compagnie. Non, mais je suis là parce que j'ai écouté dans Les Enfants du Rock Antoine Decaune, Philippe Manœuvre, Jean-Pierre Dionnet, après Olivier Cachin, tous ces mecs-là qui ont fait dans les années 80, qui étaient en 3e, 4e partie de soirée et qui nous faisaient découvrir la funk de New York. Vous me disiez tout à l'heure, hey, je vois pas j'ai besoin des gens que je vois danser. Comment on fait pour faire danser les gens ici seuls? J'ai découvert ça à travers le confinement. Pour moi, ça a été un des plus beaux moments de ma carrière. Ah, carrément. Ah ouais. Bah oui, parce que Alors, je pensais même pas en que vous alliez me club, dire ça. j'ai jamais de message de gens. On se Oui, touche c'est pas, ça. on se parle pas C'est-à-dire que malheureusement. vous les voyez, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont dans la tête. Non. Alors que là, ils vous le disent. Ce qu'ils Oui, ont dans la là, tête. et les messages que j'avais derrière, merci, on est avec les enfants, c'est fabuleux, ça nous rappelle tellement notre jeunesse, les clubs. Non, c'était teinté de nostalgie, mais tellement bienveillant et c'était fabuleux. Ce partage était magique. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est la French Touch, vraiment, musicalement? Parce que alors, j'ai entendu que c'était de la house filtrée. Ouais. La French Touch, Vous pouvez m'expliquer ce qu'il y avait avant? la en French musique Touch, électro avant et tout, après. Est-ce que vous c'est pouvez me le faire entendre? Vous avez un disque à me faire écouter qui serait représentatif de ce qu'est la house filtrée? la French Touch, c'est un mouvement musical. Oui. C'est un groupe Oui. d'artistes. Mais est-ce que la house filtrée, c'est ça? Oui, c'est ce qui finalement ressort de cette période-là. Ah voilà. D'accord? Mais c'est pas que ça. Tout est placé par ordre alphabétique. Ah oui, voilà. Ah oui, non, par artiste et tout. Moi, je plaisante pas du tout. Je suis pas là pour plaisanter. Donc j'ai mon bac French Touch. Ah oui, d'accord. Là, ici, ouais, et bien sûr avec Daft Punk, évidemment, hein, les patrons, Ouais. mais aussi avec Kid Loco, des choses comme ça. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir te faire découvrir? Si tu veux, la French Touch, c'est inspiré d'un mouvement de Chicago. Tu vois? Donc, nouveau, mais pas, Ouais, nouveau, mais inspiration. On reprend. On reprend. Relaxing with Sherry, un petit Kid Loco, ouais, ça c'est fabuleux. Alors, est-ce que vous avez tout écouté? Tout. Non. Tout? Ouais, tout. Allez. J'ai tout écouté. Donc ça, c'est un morceau de Thomas Bangalter, des Daft Punk. Voilà. Donc tu vois, le morceau part sans rythmique, donc complètement filtré dans les basses. Enfin, filtré dans les aigus plutôt, où il n'y a plus de basse. Là, il change de filtre. Et là, il remet la rythmique. Donc en fait, c'est un morceau qui est du début jusqu'à la fin le même, où il change juste les équalisations sur le titre. Et c'est ça. Rien ne change. Rien Ah, ne change. C'est la même chose du début jusqu'à la fin. L'hypnose. Ça, c'est ce qui, quand tu l'écoutes, tu dis ouais, French Touch, disco Ok. filtré. Ok. Donc, clairement, Thomas Bangalter et les Daft Punk en général ont inventé un son, d'accord? Une façon de mixer, tu vois, voilà, ils ont apporté quelque chose de très très fort. Un jour, il y a un garçon qui vient, j'avais en 96, qui s'appelle Kid Loco, et qui avait produit les Berruriers Noirs avant de commencer Rien à voir. faire ce projet-là. Alors, tu vois, il vient de loin, mais de la scène rock, Ouais. tu vois. Et il vient Mais là, encore on est avec pas- des samples. Il vient avec des samples, mais là, on est sur un truc beaucoup plus folk. Ouais, on n'est pas vraiment sur de la musique électro au sens. Et pourtant, c'est fait avec de la musique, c'est fait avec de l'électronique, tu comprends? Mais ça sample de l'organique, de la musique qui existe déjà. De la musique acoustique. Et donc, Dimitri from Paris, R, Kid Loco
Et beaucoup d'autres arrivent aussi avec cette musique un peu folk. Il n'y a pas de voix, tout est instrumental, mais l'hypnose est là. Tu vois? Ça donne presque un petit frisson. Eh oui, bah oui, bah oui. Donc si on était dans le musée comme tout à l'heure, si on retourne dans le musée, moi je joue cette musique-là, tu vois. Une atmosphère. Tout est basé sur la musique de film, tu vois, sur le climat. Oui, c'est vrai. Très musique de film. Ça, c'est la French Touch ou pas? Mais oui, c'est la French Touch. C'est pas que de la disco filtrée. Il y a plein d'artistes qui se sont révélés à ce moment-là. Que puis-je faire d'autre pour votre service? Ah mais non, mais on n'a pas parlé de l'influence. Bah oui, Chicago. Ah, Chicago, donc ça c'est... Ouais. Oh là là là, ça c'est même pas marqué la date, mais ça doit être peut-être autour de 89. On dirait pas un morceau, pas très Daft Punk. Enfin bon. Oui, je vois. Ouais, là, on est en quelle année? L'année 80, là. On est 87, 88. Et là, voilà. Moi, je l'ai acheté pour ce morceau-là. Tu vois, morceau de disco, morceau de funk. Oui. Tu vois. Alors ça, ils recyclent de la funk. Mais si tu veux, eux samplaient ça déjà à la fin des années 80, tu vois. Et pareil, c'est l'hypnose. Là, ça se répète. Oui. C'est ça, on est le plus minimal possible. Que tout est dans la boîte à rythme et dans la dynamique du son. C'est marrant parce que quand il y a la voix, on est plutôt vers de la musique plus traditionnelle. La voix vient du sample de guitare. Voilà, c'est ça. Je vous propose des questions sur l'actualité et vous me répondez pas, vous me sortez un disque. Oh là, tu m'emmènes sur un terrain là, jeune homme. Non. Difficile? Non, je sais pas. Écoute, je sais pas, je vais voir, dis-moi. Bon allez, on essaye. On commence simple. Votre avis sur les JO à Paris? Les JO à Paris. Pas de réponse, à disque. Ouais. Enfin, ils ont proposé à Daft Punk, apparemment ils ont refusé. Oui, alors, et vous? Non, mais moi, je n'ai pas l'envergure pour faire ça. Il faut des lourds, il faut des artistes fous. Et qui? Les JO à Paris, tu m'as dit? Ouais. J'espère que ça sera ça. Voilà. Moi, je veux que ça soit ça, les JO à Paris. Et le Stade de France? Mais oui, mais tout le monde jump et tout le monde ensemble. Back it up, back it in, let me begin. Voilà les amis. La guerre entre Israël et Gaza. Ah, la guerre entre Israël et Gaza. Là, il faut que je sois brillant là. Ouais. Là, je cherche We Are Family de Sister Ah oui. Sledge. Mais oui, We Are Family parce qu'on est, voilà, arrêtez les guerres de merde, on n'en peut plus. On est tous une famille, on peut tous tellement s'entendre. Et je l'ai pas en vinyle, We Are Family, en tout cas pas là. Bon, alors on a déjà votre réponse. Ouais, on a ma réponse, mais bon, j'aurais bien aimé vous sortir le disque. Voilà, bon, écoute, je voulais pas ce disque-là, mais il me manque un disque. What's the matter with you guys? Bon, il dit babe là, mais moi je dirais What's the matter with you guys? What are you doing, guys? I wanna know what's the matter with you, boys? Un peu de légèreté dans ce monde de merde. Si vous deviez faire écouter une musique à un gamin victime de harcèlement scolaire. Ah, le pauvre. Tu crois qu'une musique pourrait l'aider à... Et pourquoi pas? Eh ouais, mais parce que j'ai pas le... Oh putain, il était là. Non mais je peux pas croire. Mon We Are Family était mal rangé. Non, mais voilà. il était mal rangé. Il était pas rangé, donc... Je vais le sortir. C'est très difficile le harcèlement scolaire parce que c'est pour ça. je sais. Très honnêtement, je sais que je l'ai un peu vécu parce que j'étais assez chétif et assez faible petit. J'étais pas un leader de bande. Donc comme j'avais les yeux bleus et j'étais blond, donc j'ai pas eu de... Mais quand même, tu vois, les leaders de bande, pour se faire un peu bien voir des nanas dans les cours de récréation, ils cherchent un peu à se battre avec les plus petits, tu vois, les plus faibles. Donc tu vois, tu dis, moi mon fils, je l'ai mis à la boxe taille, hein.
14 ans, je lui ai dit, toi, tu vas aller faire de la boxe thaï. Donc personne ne l'a emmerdé. Je vais jouer le We Are Family. Allez. Et je vais dire, voilà, appelle-moi We Are Family. Voilà, si tu as un problème. Si c'est pas le disque qu'il faut jouer en temps de guerre. Ah, je peux dire, tu peux mettre ça n'importe où, hein. Les gens ils s'aiment. Hein. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien du tout. Les gens, la musique rapproche les gens, c'est un truc de fou. Voilà. Brothers and sisters, on n'a pas besoin de se faire la guerre. We are family, we are all equal in front of God. Allez. Come on everybody and sing. On continue notre périple. C'est parti, hein. Ah ouais. Si tu me casses ma statue Virgil Abloh, attention les yeux, hein. Attention, parce que ça, tu vas y être de ton salaire, hein, je peux te dire. Sur 3 ans. Peut-être plus. Ah, Peut-être plus. Vous savez pas combien il gagne. Hein. Oui, c'est vrai. Pardon. Cette ville, elle vous plaît? Paris. Ah, moi j'aime Paris. Hein. C'est les Parisiens qui sont un peu chiants. S'il y avait moins de Parisiens à Paris, on serait mieux. Il y a moins de bobos. Tu vois ce que je veux dire? Bon, excusez-moi, vous habitez dans le quartier. Ouais, dans le Marais. C'est vrai, mais je suis pas bobo, moi. Non. Il n'y a pas que des bobos dans le Marais. Non, c'est vrai. Les bobos, ils sont plus rive gauche maintenant, non? Je sais pas. Non? Je pourrais faire la sociologie de Paris, mais je suis pas expert. Pourquoi Non, vous mais aimez Paris? Pourquoi vous avez connu tout un tas de villes? J'aime Paris parce qu'on a le plus beau pays du monde. On a le plus beau pays du monde. On a tout, la montagne, la mer, on a de la Corse à la Bretagne, on a l'Auvergne, la nourriture, le vin, on a tout, la culture qu'on a ici, c'est fantastique. Il n'y a que ceux qui ne voyagent pas qui ne le savent pas, qu'on est dans un pays extraordinaire. Si les gens voyageaient, ils s'apercevraient qu'ailleurs c'est une catastrophe. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la voiture. Ah! Ouais. Et la voiture est où? Elle est juste là. On monte? Allez, on monte. Où est-ce que tu nous amènes? C'est surprise. Vous savez où c'est, mais on garde la surprise. Ah bon, je sais où c'est? Ah non, vous savez pas? Non, j'y suis pas allé. Eh ben c'est parfait. Ben, vous savez C'est pas où alors? Non, je vous dis pas. Vous êtes devenu grand public. C'est quoi le moment? 2003, 2000... Non, 2005 avec Love 2005. Generation, ouais. Au moment où, je le vois, hein, je le sens le basculement. Au moment où je fais Love Generation, je les sors en vinyle, je touche tous les DJ de la planète. Le titre devient vraiment un tube underground. Donc ça, c'est ce que je veux en tant que Donc joueur. tube, Je sais à pas, la base, underground. C'est-à-dire qu'il n'est pas à la radio. Il y avait longtemps que l'underground a disparu. Mais en tout cas, oui, c'est joué par les DJ. Donc j'ai déjà le respect de la base, des gens que je veux toucher. Et ensuite, il y a Pascal Nègre, boss de Universal à l'époque, qui m'appelle et qui me dit Je vois très bien. je veux signer ton titre. Enfin, il l'avait signé déjà, on adore le titre, il l'avait signé. Et il me dit Bob, on a l'opportunité de synchroniser ton titre avec l'émission Star Academy. Oui, alors ça m'intéresse. À quel moment vous dites oui, je vais le faire? Elle est là l'histoire. Parce que ça, là, d'un coup, ça noue. Tu vois, il m'appelle le 15 juillet, je m'en souviendrai toute ma vie, le 15 juillet 2005. Il m'appelle sur mon portable en me disant Bob, on a une opportunité de fou. Ton titre va être numéro 1, machin, etc. Je dis quoi? Star Academy, mais t'es un fou. Oui, mais à ce moment-là, le titre, il est où? Le Qui titre, l'entend le titre n'est pas sorti encore, il est sorti qu'en vinyle. D'accord. D'accord, qu'en vinyle. Donc les professionnels de la profession connaissent. Ça buzz dans les clubs, etc. Voilà. Et Pascal Nègre me le signe pour la France. D'accord. Et puis je le licencie un petit peu partout dans le monde, mais c'est pas encore le tube que c'est. Et le 15, il m'appelle, il me dit oui, Star Academy. Je dis mais jamais de la vie. Il m'a mis d'où je viens. Je peux pas. Une émission de télé-réalité qui utilise ma musique, je dis non, c'est impossible. Bon, mais c'est dommage. De variété en plus. Non, ça va être synchronisé avec cette. Je veux pas. Ça dure. Et au bout de. Donc il me rappelle une fois, 2 fois. Et le 15 août, donc je réfléchis quand même, parce que tu vois, je suis pas. J'imagine qu'il y a un chèque. Mais pas vraiment en plus. Ah non. Mais pas vraiment. Non, c'est gratuit la musique. Mais Pascal Nègre, en gros, vous dit si on le fait, ça devient numéro 1, si on le fait pas, ça le sera pas. Il me rappelle le 15 août, il me dit Bob, ça fait 10 ans que tu travailles sur ton label, tu as fait tes preuves au niveau underground, au niveau des DJ, tout le monde te connaît, ça y est, c'est bien. Maintenant, là, tu as l'opportunité de faire le crossover. Pour la première fois, voilà, tu vas faire numéro 1, c'est sûr. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Pascal Nègre, c'est le patron. Et
je réfléchis, je lui ai dit, bon, j'ai dit, bon, allez. Et là c'est quand même c'est la clé du basculement et de mon succès aujourd'hui. Si tu veux, je dis, allez, banco, on y va, c'est pas grave. Parce qu'il avait eu les bons mots, tu vois, il m'a dit. Mais il y a quand même, c'est pas grave. Donc c'est une sorte de, j'imagine. Non, mais c'est toujours un moment. Quand tu prends un virage, Ouais, et je ouais. savais qu'en 2005, Martin Solveig avait déjà sorti des titres, David Guetta faisait des titres quand même assez commerciaux, des chansons, etc. Tout devenait un petit peu commercial. Je sentais la scène électro Ouais. changer. Il fallait prendre le train, quoi. Il fallait le prendre tout de suite. Ça continue à faire des. Je joue encore en tant que DJ, tu comprends? On m'appelle pour jouer, je fais encore 90, 100 dates par an. À 50 piges. Et des brouettes et des poussières. Je me suis arrêté à 50. À ce moment-là, votre vie change totalement. Total. C'est-à-dire, concrètement. Totalement. Bah là, c'est plus un booking par mois, c'est 2 par semaine. C'est tout le monde m'écrit. Tu vois, c'est vraiment les DJ, ils baissent la tête quand ils te voient. Tu vois, ils disent, oh, bravo, putain, là d'un coup, tu vois. Le respect d'un coup, voilà, le succès est là, quoi. C'est. L'argent. Mais L'argent qui arrive. Mais quoi. ce qui est bien, c'est que. Alors, l'argent, bien sûr, mais c'est mérité. Voilà ce que j'entends. J'entends pas, c'est usurpé, Oui, parce que vous avez t'as 10 fait ans exprès avant. de copier machin, parce qu'il y a 10 ans de travail avant. Ouais. Et il faut surtout pas commencer avec un premier titre, premier gros tube, parce que après, ça va être dur. Je dirais que c'est peut-être Love Generation, et vraiment sans prétention aucune, qui a fait que Stardust, bien sûr, Daft Punk en 98, mais Love Generation a vraiment ouvert au très très grand public la musique des DJ. Tu vois? C'est toujours fascinant de se dire qu'une vie change, et alors que. La vie avant- s'accélère. Elle ne change Ouais. pas, elle s'accélère. Elle devient plus puissante, plus intense, avec beaucoup plus de sacrifices, parce que dans toute cette histoire, il y a le sacrifice. Parce que moi, en 2005, j'ai déjà deux bibous, 2 petits bébés magnifiques. Donc, c'est-à-dire pas de vacances scolaires, pas de vacances d'été, pas de Oui, week-end. parce que l'été, il faut être. Parce que je travaille. Donc, en même temps, 2 bibous, ça consomme le bibou. Hein. Donc, moi, je suis toujours un peu frileux, parce que mes parents n'étaient pas riches. Et je voulais pas revenir de là d'où je venais. J'ai donc un peu d'économie, un peu, tu vois, de petites choses comme ça. Je suis assez. Moi, je suis un breton. Hein. Je suis un breton taureau de signe astrologique. Donc, je peux dire que il est bien ancré, paradin, pas machin, mais. Attends, fais attention. Ah non, paradin, non. Mais prudent. Vous parlez beaucoup des Daft Punk, vous les encensez beaucoup. Mais c'est quoi votre relation avec eux? Parce que. Personne n'a de expliquez-moi relation cette- avec eux. Ah bon? Non, Pedro, peut-être de 3-4 personnes, des gens très, tu vois, très. C'est-à-dire, enfin, ok, il y a Non, mais leur tu n'as pas image de et- relation. C'est des, Enfin, c'est des icônes. Ils ont êtres des, humains, quand même. eux viennent. Non, bien sûr, ils ont des amis qui viennent du 18e, des amis d'enfance, etc. Mais dans le métier, j'en connais pas beaucoup. Peut-être Falcon, peut-être, tu vois, des gens qui étaient là avec eux depuis le début. Je les fréquente pas au quotidien, mais d'après Pedro, c'est des gens quand même très introvertis, des gens qui travaillent énormément, tu vois, qui sont dans leur métier. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, hein, beaucoup de fréquentation pour être heureux. Hein. C'est les bonnes personnes. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Thomas. Alors voilà, qui je vais être cash. Est-ce que vous avez piqué un tube à Thomas Bangalter? On pique pas de tube à Thomas Bangalter. Ça n'existe pas, ça. Alors expliquez-moi, parce que Ça j'ai naît. vu Bob Sinclair, Non, Thomas ouais, Bangalter, ouais. le clash. Alors moi, expliquez-moi ce qui s'est passé. Il y a zéro clash. Le truc, c'est qu'il y a un échange. Il y a un échange de titres. Je te fais un remix, tu me fais un remix, à la base. Ouais. Voilà. Pour Stardust, je fais un remix et moi je fais un. Sauf que moi, les éléments que je lui ai donnés ne lui plaisaient pas. Il m'a dit tiens, j'ai fait autre chose, j'ai fait ce truc-là, est-ce que ça te plaît? Bon, bien sûr, je ne suis pas producteur, c'est ton titre, il n'y a pas de problème. Tu me mets en tant que remixeur et ça marche comme ça. Sauf que le titre, c'est pas clearé, les samples ne sont pas clearés. C'est-à-dire quoi? Il a samplé Jane Fonda Oui. et on lui a pas demandé. tout à l'heure. On lui a pas demandé son autorisation à label. Donc ça a été un peu compliqué. Donc j'avais pas juste l'autorisation de sortir le disque en single, ce que je n'ai pas fait. Juste Warner avait sorti un disque en vinyle à l'unité, donc ce qu'ils ont considéré comme un single. Et en fait, moi, Warner avait merdé et ça n'est absolument pas de ma faute. Donc juste qu'il n'avait pas aimé ça et il l'a fait savoir. Mais sinon, tu ne piques pas un titre. Aussi les jaloux. Tu vois, beaucoup de jaloux. Bah, tu me donnes le cadeau qu'il me fait. Il me dit, bon, j'ai pas utilisé tes éléments, ils me plaisaient pas, mais par contre, j'ai samplé Jane Fonda et j'ai mis un truc de Motown. Vas-y, c'est cadeau. Je dis, bah, écoute, Et ça cartonne. remix, mon truc qui cartonne. Mais il peut pas savoir que ça cartonne le jour où, au moment où il le fait. Ouais. C'est clairement la pépite qui fait vendre l'album. Après, moi, je continue. Et si j'étais resté que ce titre-là, ça aurait pas été facile pour moi. Mais c'est pas le cas. Mais ça Mais donne un on petit coup de s'est boost. revu à Miami, on s'est revu plein de fois. Il habite à côté de chez moi. C'est une histoire qui est passée. J'ai fait une tournée avec Pedro l'année dernière. On en rigole aujourd'hui. Tu vois, c'était des trucs de début. Tu sais, l'entourage, quand tu commences à s'engrainer, on te dit, ouais, tu te rends compte, machin. Parce que c'est dans l'album.
Et l'album cartonne à l'époque. On vient de passer devant un endroit, je voulais vous poser la question. En 2007, vous avez fait le... Oh non, non. Ah si, mais je veux savoir. Non, mais jamais de la vie. Je ne vois même pas de quoi tu parles. Vous étiez là pour le... Je ne vois même pas de quoi tu parles. Je vais le dire, je suis obligé. Non, tu peux pas. Ah, mais je sors de la voiture immédiatement. Je vais le dire quand même, vous me répondez pas, mais je suis obligé de le dire maintenant aux gens qui nous regardent. Vous avez été à la soirée d'élection de Nicolas Sarkozy. Non, j'étais pas à la soirée. J'étais sur la place de la Concorde. Oui. Voilà. Un set de DJ. Voilà. Alors, Bon, mais j'étais totalement très fier de jouer là. On avait beaucoup d'espoir, avec une envie de changement, et c'est ce qu'ils nous disent à chaque fois qu'il y a une élection. On va changer les choses. Et les choses ne changent pas. Vous aimez la politique? Pas du tout. Ah oui, à ce point-là. Non, je déteste les gens. Et alors ce jour-là, tu peux pas te dire un jour je veux être président de la République sans avoir un ego surdimensionné. Donc il n'y a que de l'ego qui parle. Oui, bien sûr. Voilà. Je crois que ça compte énormément. Mais donc, comment vous vous retrouvez là? Mais le cabinet m'appelle. Le Ah oui. cabinet, il était plus ministre, il était, je sais plus, mais bon bref. Donc le cabinet de M. Sarkozy, demain M. Sarkozy va être élu, 50 000 personnes sur l'esplanade. Alors après, c'était ma conviction à ce moment-là. J'ai dit tiens, pourquoi pas, il y a du changement, il y a des jeunes, on a envie, il y a une dynamique, allez, allons-y. Et puis c'était, en quelle année tu viens, 2007 C'était Love Generation, c'était les débuts. Oui, c'est ça. Voilà, on dit, voilà, ça va être populaire, ça va être génial. Vous êtes avec Mais Mireille Mathieu sur scène. Mais j'ai Mireille Mathieu et Faudel et machin plein de gens. Mais j'ai fait, j'ai fait la fête de l'UMA aussi. Oui, non, tu comprends ce que je veux dire? Non, mais et j'ai fait le. Moi, c'est le moment qui me fascine. Ouais, mais le moment. moment était fascinant. Ouais. On n'avait pas senti ça depuis très longtemps, depuis Mitterrand, Ouais. une dynamique pareille. En tout cas, une envie. Il y a la politique, les gens qui en font, et il y a la vie des gens. Et ça, est-ce que vous... Les gens ils ont perdu la foi. Ouais. Ouais, totalement. On est un peu livré à nous-mêmes là. On le voit que ça ne s'améliore pas depuis 40 piges quand même. Quand on parlait des années 20, tout à l'heure des années 30, où la France était vraiment Un moteur. la ville qui était regardée dans le monde entier, ce qui inspirait, tu vois. C'est plus tellement le cas. Hein. Moi qui voyage beaucoup quand même, on se fout un peu de notre gueule. Hein. Ah bon? Bah oui, bien sûr. Et c'est-à-dire? Constamment les grèves, constamment les casseurs, constamment les trucs comme ça. Les gens ont peur de venir, les gens ont peur de venir ici. On a l'impression que tout n'est pas maîtrisé, tu vois. Ouais. Qu'on peut un peu faire ce qu'on veut. C'est fou quand même. On peut arriver comme ça et casser les choses sans pour autant qu'il y ait une répression absolue là-dessus. C'est bizarre quand même, non? On va sortir ici. Ouais. Hop. Alors, vous savez pas pourquoi on vous emmenait là? Ouais, je devine. Ah. Je devine. On va voir le patron. Oui. On y va. Ah voilà. Ben oui. Ah quel grand monsieur, quel grand monsieur. Parce que, il faut le dire, et je pense que tout le monde ne le sait pas. Ah ouais, encore. Votre nom vient de là. Vient de lui. Ouais. Mon nom, Bob Sinclair, vient du film Le Magnifique. C'est son personnage, donc où il joue le rôle d'un héros, d'un super-héros, d'un James Bond à la française, qui il a deux vies. Donc c'est un écrivain qui écrit des livres au sujet des livres un peu à la SAS, ou d'un héros que c'est OSS 117, un peu ringard. Lui qui vit dans une chambre de bonne et qui ne voyage jamais, et il vit sa vie à travers ce héros qui est Bob Sinclair, qui voyage à travers le monde, entouré de femmes. C'est François Merlin. C'est François Merlin, exactement, le nom de l'écrivain. De l'écrivain. Un peu loser. Voilà. Donc, et je trouvais que ce nom Bob Sinclair, que je n'ai pas écrit pareil, parce que c'était Saint-Clar, S-A-I-N-T, plus loin Clar, moi j'ai écrit Sinclair tout attaché. Parce que j'avais envie je voulais créer un personnage, un héros à la française, un héros très à la Céronne un peu, tu vois, Ouais. Personnage disco. Et j'ai eu la chance de le rencontrer beaucoup de fois, d'aller déjeuner, dîner avec lui, avec plein de son entourage, avec Charles Gérard. Bien sûr. Ah, évidemment, il y avait du Jardin, il y avait du Pontel, il y avait Antoine Duléry, il y avait... Moi, j'ai couvert pour une autre chaîne les obsèques de Belmondo et vous y étiez. J'étais là, j'avais l'impression de perdre un membre de ma famille, sincèrement, parce que c'est quelqu'un qui me touchait beaucoup. Vous savez pourquoi cet endroit s'appelle Promenade Jean-Paul Belmondo? Mais oui, bien sûr, bien sûr que je sais, parce qu'il est monté sur le métro dans le film Peur sur la ville, et donc je suppose que c'est pour ça qu'on lui a fait
qu'on lui a... Je vous propose que dans 5 minutes, on fasse comme Belmondo. Ah non, jamais la vie. Ah, Belmondo, c'est Belmondo. Moi, non, moi, je suis pas trop cascadeur. Hein. Vous avez une fascination pour ce cinéma, cette vie des années 70, cette personnalité-là? J'ai une fascination pour ce cinéma-là, parce que c'est le cinéma du dimanche soir. C'est les moments de famille dont je me souviens. J'en ai pas eu beaucoup. Donc, c'est les moments avec mes grands-parents, les moments avec mes parents. On regardait le Belmondo du dimanche soir. Voilà. Et on allait les revoir dans le cinéma René Château, qui avait... Qui était son producteur. Qui était son producteur et qui était à côté de la rue Montmartre, là, sur les grands boulevards. Il y avait un cinéma René Château et j'y allais constamment revoir des vieux Belmondo, revoir des vieux Bruce Lee, parce que c'était René Château aussi ça. Voilà, des super-héros, des gens normaux qui deviennent des super-héros. Les réseaux sociaux. Ah ça c'est du poison. Oui, alors allez-y. Non, je veux dire, ça peut être bien utilisé. Aujourd'hui, c'est la seule façon de promouvoir ma musique, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Oui, mais est-ce que vous faites encore de la musique sur les réseaux sociaux? Ou non, c'est une porte d'entrée? Ou non, c'est un appât? Enfin, est-ce que vous arrivez à proposer C'est un média. Oui. C'est un média avec lequel tu joues pour attirer les gens et pour les faire aller sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui, la musique, elle se consomme sur TikTok, elle se consomme sur Instagram. Et c'est le plus tu vas être populaire sur TikTok et Instagram avec ta musique, le plus elle va avoir de l'attention. Oui. Mais d'avoir de la visibilité aujourd'hui, c'est très très difficile. Il y a 100 000 titres, 100 000 qui sortent par jour. 100 000 sur les plateformes. 100 000, est-ce que tu te rends compte que c'est 100 000? Donc pour avoir de la visibilité dans ce marasme musical, c'est de plus en plus difficile. Après Love Generation et après tous ces gros tubes, évidemment, j'ai eu tendance à vouloir aller toujours dans cette couleur jamaïcaine. Oui. Tu vois, cette couleur un peu peace and love qui était marquée dans l'album Love Generation. Mais ça a fait un moment, au bout de 5 ans, ça ne marche plus. Ouais. Donc il ne faut surtout pas que tu t'obstines à vouloir faire du Love Generation. Il faut tout le temps que tu te remettes dans l'état dans lequel tu étais avant que tu aies créé Love Generation. Mais de fait, c'est le média, la radio ou les réseaux sociaux maintenant qui vous met dans un entonnoir, qui vous oblige à vous adapter. C'est très difficile de sortir des réseaux. C'est très difficile de faire la différence, d'avoir de la visibilité, comme je t'ai dit. C'est très dur. Très très dur. J'ai pas la clé, hein. Je cherche tous les jours. Rentrer dans l'algorithme. Aujourd'hui, la musique et l'image, il faut que tu rentres dans un algorithme. Il faut que tu calcules tes posts pour qu'il y ait de l'engagement et pour qu'il y ait de l'engagement pour les posts qui suivent, c'est-à-dire les posts musicaux. C'est l'art qui est touché. C'est l'art qui est touché. C'est l'art qui est touché, bien sûr. La créativité. Ce qui est plutôt assez drôle, c'est que des vieux titres peuvent ressurgir du jour au lendemain grâce à TikTok, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'un influenceur a fait telle ou telle danse. Fleetwood Mac, qui a 2 ans en arrière, Fleetwood Mac. Il y en a plein d'autres. Et Dreams ressort parce qu'un type fait du skate en buvant du coca et en mettant la musique. La vidéo n'a aucun sens. Non. Mais pourtant, c'est ça, et tout le monde se remet à l'écouter. C'est incroyable. Mais tant mieux. Vous prenez souvent le métro ou pas? Tout le temps. 3 fois par semaine, quand je vais à la salle de sport, je vais à la salle de sport à la Courneuve. Donc je prends métro, RER. Je pensais que vous étiez en scooter ou en bagnole. Non. L'été, j'ai un petit chapitre, un vieux truc, mais là, quand il fait froid, j'y vais. Je pars tôt le matin et... Non, utiliser la voiture à Paris, ça n'a aucun sens. Belmondo, il montait sur ce métro-là. Oui, il est monté ici. Est-ce que... Non, mais ça c'est fou, parce que je crois qu'ils l'ont fait 3-4 fois. Hein. Oui, mais alors vous savez que c'est là où ce jour-là, il a failli mourir. Ah oui. Ouais. Ah oui, parce que quand il... Mais d'un seul coup, Ah ouais. C'est un adulte qui jouait à l'enfant. Ouais. Et quand je vois là où on est allé tout à l'heure dans votre studio, c'est un peu ça, non? Ouais, bon, je prends moins de risques. Hein. Mais non, j'ai eu la chance, un jour, un truc fou. Hein. Il va tout le temps à Cannes l'été. Il allait tout le temps à Cannes l'été. Donc, il est sur la plage du Martinez. Et quand un club, je crois que c'est au Baoli, enfin moi c'est dans un club de Cannes, quand ils font la promo d'un DJ le soir même, ils mettent des avions dans le ciel. Tu sais, avec des banderoles. Ce soir, interdit, machin, ça. Parce que c'est pas écolo. Ah bon? Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Bref, et il est entré sur son transat, il me dit, ce soir, Bob Sinclair au Baoli.
Et je te jure que c'est vrai. Il dit, faites-moi appeler ce Bob Sinclair, je le veux à ma table demain midi. Je reçois un appel. On est en quelle année là? Prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 7 minutes. Je dirais il y a 10 ans peut-être. 10, 12 ans. 10 Avant ans. ça, il vous connaît pas. Bon, peut-être entendu mon nom quelque part, tu vois, parce que ça lui vient à ses oreilles forcément. Et je reçois un appel d'un mec, Jeff Domenech, pardon, pas Dominique, Jean-François Domenech. Il m'appelle, ouais, bonjour, c'est Jeff, je suis assistant de Jean-Paul Belmondo, il vous veut à sa table demain au Martinez pour déjeuner à midi. Et je dis, ouais, bien sûr, hein, sans problème. Il se prend pour un con, quoi, c'est quoi cette histoire? Il dit, non, attends, ne raccroche pas, je te jure que c'est vrai. Moi, j'étais en Espagne la veille, et donc il a fallu que je n'ai pas dormi, parce que j'ai pris un vol pour aller Paris-Cannes, et pour arriver à midi au Martinez, sur la place du Martinez. Et je le vois à table avec Charles Gérard. Bien sûr, toujours. Charles Gérard, bien sûr. Et je suis à sa table. Et comment ça se passe quand on rencontre Belmondo pour la première fois? Parce que là, vous êtes groupie. Non, mais en fait, c'est comme si, je voyais un vieil oncle que j'avais pas vu depuis longtemps. Ouais. Parce que là, il était déjà malade. Ouais, il était très handicapé déjà. Mais et si tu veux, c'est comme si tu vois. C'est très difficile à exprimer. Tu le vois et d'un coup, tout paraît naturel. Tu vois, tu discutes des films. Alors, puis moi, je voulais lui demander des détails sur les films. Oui. Ah, évidemment, on a parlé femmes. Ah, ben évidemment. Non, parce que il a eu les plus belles. Oui. Et j'ai dit alors, machin, et celle-là, ouais. Et celle-là, ouais. ouais. Ah ouais, magnifique. Mais et il en parlait. c'est le cas de le dire. Ah oui, et il en parlait, mais avec un naturel fantastique. Et vivre avec ce nom, comment ça se passe quand on a un pseudo? Est-ce qu'on a une double personnalité? Non, je crois qu'il y a une part de moi-même. Hein, Oui, mais la là-dedans. première fois qu'on vous a appelé Bob Sinclair à la télé en interview, on se reconnaît, on se retourne ou non? Ouais. Non, la première fois, Tu vois, Ouais. si je change de nom, j'oublie que je m'appelle. je me suis vite approprié le nom. Hein. Ouais. Non, ça fait du bien. Ça flatte l'ego. Hein. J'ai noté le nom, je l'ai pris, faut que je le retrouve. Le nom de. Le nom de Belmondo dans Peur sur la ville. Ah, Ça aurait beaucoup moins marché. Ah oui. Non, c'est. Jean Pelletier. Jean Pelletier. Non, c'est pas Jean Pelletier. Dans Peur sur la ville, c'est Jean Pelletier. Non. On reste là, nous, Bob Sinclair. Ah, reste là. Merci. Comment ça, c'est fini? Bah oui, c'est fini. Ah non. Ah si, on se dit plein de Mais comme ça, reste là, je vais pas rester dans le métro. choses. Si, Ah on bon s'en va, regarde, reste là. J'ai quand même une dernière question. Ouais. Vos cheveux, comment c'est possible Que. qu'ils soient comme ça, aussi propres aussi? Ah, mais je les lave le matin. Merci beaucoup. Ah, c'est fini.